Alors, je déclare ce nouveau webinaire de l'incubateur de littérature numérique ouvert pour le mercredi 12 novembre et nous serons en présence aujourd'hui de Paul Bossé et Gabriel Robichaud. Paul Bossé à Moncton et Gabriel aussi à Moncton. Et malheureusement, on doit vous aviser que Simon Dumas ne pourra se joindre à notre rencontre parce qu'il est malade. Alors, quand un comédien se déclare malade, il faut le croire. Parce J'avoue. que c'est comme un sportif qui se fait piquer pour aller jouer sa game. Ben, si ça fonctionne pas puis qu'il peut pas jouer sa game, même s'il se fait piquer, ben là, on est obligé de le ranger au vestiaire et d'attendre la prochaine fois. Alors, ben, sans plus tarder, en fait, je voudrais spécifier que cette rencontre de l'incubateur de littérature numérique est rendue possible avec le soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec à travers le programme de déploiement numérique dans la francophonie canadienne. Alors, voilà. Et ben, sans plus tarder, ben, j'inviterai en fait, c'est vraiment la connexion Moncton. Bonjour, bonjour Paul Bossé qui est toujours qui assiste à tous nos webinaires et bonjour Gabriel Robichaud. Bonjour. Alors, sans plus tarder, est-ce que je laisse la parole à Gabriel? Bonjour tout le monde. Dans le fond, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui trouve ses origines en 2016, mais sur lequel je travaille plus concrètement depuis 2019, qui s'est déployé en fait sur toutes sortes de dispositifs et de plateformes qui s'intitule Parler mal. Donc, Parler mal est un docu-fiction théâtrale sur l'insécurité linguistique que je co-crée avec Bianca Richard. Qu'est-ce que l'insécurité linguistique? Ben, c'est le sentiment d'illégitimité qui peut surgir chez quelqu'un qui ne se sent pas la légitimité de prendre la parole dans un contexte plus ou moins formel de communication dans sa langue maternelle. L'origine de l'insécurité linguistique, c'est un terme scientifique qui est new-yorkais. C'est un linguiste qui est devenu à l'origine de la sociolinguistique, qui s'appelle William Labov, qui dans les années 60 a fait une étude dans différents lieux à New York, où est-ce que tout dépendant, c'était des magasins, puis tout dépendant à quelle classe sociale le magasin était associé, la façon de parler anglais et la façon attendue de parler anglais, soit de la part des clients, soit de la part des commis, était variable. Puis il y avait toujours un prix social à payer si on grimpait vers un échelon supérieur ou si on descendait vers un échelon considéré inférieur. Donc, ces variations-là qu'il a observées a mené à ce concept-là qui s'est déployé au fil des ans euh, de différentes façons et qui a été réapproprié à bien des égards par plusieurs communautés francophones, plusieurs chercheurs, chercheuses qui se sont intéressés à ce sujet-là. En 2019, avec Bianca Richard, on a décidé, un peu comme ça, au hasard, en déjeunant ensemble, puis avec une surdose de café filtre, de faire un projet théâtral sur cette question-là, parce qu'on s'est rendu compte que tous les deux, on vivait ce rapport-là complexe. L'insécurité linguistique peut se manifester de différentes façons. Le spectre est vaste. Donc, on va parler d'une hyper-conscience langagière, donc de toujours avoir un sentiment lorsqu'on parle avec quelqu'un qui va finir par affecter notre façon de parler, notre élocution, etc., sur les niveaux, ben, pas de niveau, mais les registres de langue qu'on emploie lors de conversations. Il va se manifester par moments aussi par une hyper-correction. Donc, dans une situation plus ou moins formelle de communication, la personne qui va discuter va se mettre à vouloir épater la galerie avec un registre de langue qu'elle ne maîtrise pas tout à fait, ce qui fait qu'elle va se mettre à faire des fautes qu'elle ne ferait pas autrement, qu'elle ne ferait pas habituellement, soit dans sa syntaxe, des fois aussi dans une fausse traduction, qui se veut un vocabulaire savant qui tout à coup n'est pas à propos. Il va y avoir aussi de l'hypocorrection,
assimilation, c'est-à-dire que consciente que cette personne-là parle un registre stigmatisé, va se mettre à parler ce registre-là à outrance. Euh, je ne sais pas, disons, moi je suis originaire du sud-est du Nouveau-Brunswick, ce serait le Chiac, ce serait quelqu'un qui se mettrait à parler Chiac beaucoup plus que cette personne-là parle Chiac habituellement, souvent avec une espèce de front en disant ben, c'est parce que je suis fier, mais qui en fait masque un certain malaise, une certaine honte qui peut survenir dans l'impression de distance qu'il y a avec la personne avec qui cette personne-là est en conversation. Il faut dire aussi que souvent l'insécurité linguistique, hein, c'est une question de perception de compétences plutôt que de compétences réelles. Puis parfois même, ça vient d'un discours internalisé à force d'avoir entendu des discours qui dépréciaient la manière de parler des personnes qui parlent un registre souvent stigmatisé. Finalement, la manifestation la plus violente de l'insécurité linguistique, ben, c'est le silence auto-infligé de la personne qui ne se sent pas légitime de prendre la parole. Donc, dans des communautés francophones minoritaires, par exemple, ça peut aussi, finalement, c'est un chemin qui mène directement vers l'assimilation, par exemple. Euh, Bref, on n'était pas conscient de tout ça au moment de commencer ce projet-là, mais on était très emballé par la chose, surtout que du moment où on a pris conscience qu'on faisait un spectacle qui répondait au silence, ben on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix de ne pas le faire. Tu sais, on ne pouvait pas se contraindre au silence, ça aurait été donné raison à la matière au cœur. Puis la raison pour laquelle aussi on a appelé ça un docu-fiction, c'est qu'au départ, on visait peut-être plus un format documentaire où est-ce qu'on aurait fait des entrevues, rapporté le verbatim de ces entrevues-là comme matière dans le spectacle. On avait vu plusieurs spectacles qui étaient de cette forme-là, puis on s'est rendu compte que ça nous convenait plus ou moins. Que ça amenait une certaine linéarité aussi. Je suis telle personne, j'ai fait ça, j'ai vu telle personne, ça m'a amené à là, qui, pour nous, allait un peu à l'encontre de ce qu'on avait envie de faire avec le projet théâtral. Donc, la version fiction elle nous a permis un peu de déroger de cette forme-là, un peu plus rigide, pour ensuite de ça, transformer le spectacle à notre manière. Le spectacle, entre son idéation en 2019 et sa première en 2024, il y a eu à peu près 5 ans qui se sont écoulés. Euh, 5 ans de recherche qui se sont découlés en 3 étapes. Donc, la première étape étant la recherche de notre biographie langagière. Donc, tous les éléments qui ont construit qui on était comme individu et comment ça nous a mené à notre relation plus ou moins problématique avec notre langue maternelle. La deuxième plutôt, où est-ce qu'on était allé faire une recherche sur le terrain. Donc, on a fait une trentaine d'entrevues avec des gens de divers horizons, à la fois des personnalités publiques, politiques, des personnes dans le milieu scolaire, des personnes aussi dans le milieu artistique et des gens, on a fait un appel à toutes les candidatures sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu des gens vraiment de diverses expériences qui se sentaient interpellés par la thématique et qui nous ont donné une trentaine d'heures d'entrevue. Tout ça pour nourrir la matière théâtrale. Et finalement, la dernière étape de recherche, c'est qu'on est retourné dans nos écoles secondaires respectives, faire des ateliers de création. Bianca, elle, à l'école secondaire Clément Cormier de Bouctouche, et moi, Mathieu Martin, à Dieppe, juste pour se replonger, en fait, dans cette étape-là, quand même charnière, dans toute la construction d'un rapport à la langue, l'école, puis de voir où c'en était aujourd'hui, parce que plus ça va, plus on a une distance avec le moment où est-ce qu'on a gradué de nos écoles secondaires. Et tout ça pour nourrir cette matière-là théâtrale. Ceci dit, dans la première année d'existence du projet, dans des recherches de financement, le projet s'est vu attribuer le prix national d'excellence RBC de la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Et de ce fait d'armes-là, a obtenu une entrevue à l'émission du côté de chez Catherine avec Catherine Perrin sur les ondes nationales de Radio-Canada. Puis ça a un peu changé la trajectoire du projet, puis élargi en fait euh, les possibilités. Suite à cette entrevue-là, on a eu 2 personnes qui nous ont approchés. Donc, il y a eu Colette Francard, qui était à la direction de Radio-Canada Acadie à l'époque, puis Suzette Lagacé, qui est copropriétaire, productrice chez Moses Productions. Le premier, ça a été de nous approcher pour dire il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Puis rapidement, on leur a proposé l'idée de faire un balado.
donc une série d'épisodes que produirait Radio-Canada Acadie. Et du côté de Suzette, ça a été de développer un long métrage documentaire. Donc, pour Bianca et moi, assez rapidement, lorsqu'il est venu le temps de se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'est mis à réfléchir à quel rôle on voulait avoir ou pas dans ces itérations qu'on a appelées nos projets complémentaires et indépendants du projet théâtral. Puis rapidement, ça a été assez clair que ce qu'on voulait comme créateur, c'était de garder le veto créatif sur la matière et la manière au sein du projet théâtral, de participer à l'idéation, puis de donner généreusement notre recherche, là où on était au projet complémentaire et indépendant, mais aussi de laisser une liberté et ce veto-là sur les projets complémentaires et indépendants, à la fois pour se dégager l'esprit, puis de pas contaminer, si on veut, les différentes itérations. Aussi parce que comme on était dans une démarche documentaire de dire oui à tout, puis voir qu'est-ce que ça allait nous amener, des fois aussi pour des simples raisons pratiques, c'est-à-dire que du moment où Radio-Canada Acadie était productrice, on perdait un peu ce veto-là de cette manière-là. Puis c'est un peu la même chose aussi avec le long métrage documentaire. Après, il faut dire qu'on demeurait rassuré au niveau du traitement de la matière puis de la manière, à la fois parce que la réalisatrice chez Radio-Canada Acadie, Julie Cormier, a une maîtrise en études françaises avec une spécialité sur les questions de l'insécurité linguistique. Puis que du côté du long métrage documentaire, le réalisateur Étienne Boivin et co-scénariste était à la fois partenaire de vie de Bianca avec qui je co-crée le projet à cette époque-là, et en plus le concepteur vidéo associé au projet théâtral. Donc, on se sentait quand même aussi à l'aise de donner un peu notre bébé puis de transformer cette matière-là à votre manière à ces gens-là parce que on savait leur sensibilité vers la matière. Puis en même temps, ça nous permettait aussi de nous placer en posture de OK, ben, on vous laisse ça, faites ce que vous voulez, surprenez-nous, puis placez-nous dans des situations qu'on aurait peut-être, à cause de nos erreurs, pas été capable de voir autrement. Ce qui nous a permis de faire des entrevues avec des gens qu'on n'aurait pas croisés, de voyager le pays à travers le long métrage documentaire, également de mousser l'intérêt aussi le projet théâtral, c'est-à-dire que depuis que la pièce de théâtre existe, on en est à 37 représentations. On a joué à la fois en Saskatchewan, on était là le week-end dernier, on a joué à Paris, on a joué à Montréal, à Carleton-sur-Mer, à Moncton, à Bouctouche. Et puis là, on s'en va pour une autre trentaine de spectacles. On va s'en aller à New York. On a joué à Victoria aussi en Colombie-Britannique. Là, on s'en va à Vancouver et Kelowna, un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Donc, tous ces gens-là, on n'a pas fait de démarche de diffusion au niveau du projet théâtral. Ce sont des gens qui, soit ont entendu parler de la pièce, ont entendu parler aussi du projet de balado ou encore du long métrage, ce qui fait en sorte on a vraiment réussi à susciter de l'intérêt par rapport à ça. C'était pas forcément quelque chose qui était prévu, mais on était quand même conscient dès le départ que le projet avait le potentiel de susciter de l'intérêt pour différentes formes. Au cours du processus aussi de création, la scénographe initiale du projet, Katia Talbot, et Étienne Boivin, il était question à un moment donné que eux, de leur côté, partent et développent un projet d'exposition immersive, une espèce d'installation immersive où est-ce qu'on se serait servi de la matière pour essayer de créer une espèce d'expérience inspirée des trois questions qui sont au cœur de notre démarche depuis le début. Comment commence l'insécurité linguistique? Comment ça se développe et où manifeste? Puis comment s'en débarrasser? Euh, donc, à l'époque aussi, au niveau de notre recherche, on se rencontrait dans toutes sortes de cafés à Moncton. Donc, il y avait cette idée d'espace de café où est-ce qu'on aurait, en lien avec l'insécurité linguistique, cherché à répondre un peu à ces questions-là, puis même faire une espèce
de cueillette de données. Donc, comme la manifestation la plus violente, c'était le silence, ben, d'avoir une espèce d'exposition immersive, d'installation immersive, où est-ce qu'on est dans un café, ben, c'est un lieu de conversation, c'est un lieu également de confrontation potentiellement aussi, lorsque qu'on vient à converser, dans quelle langue on converse, avec quel registre, etc. On voulait aussi, dans plusieurs cafés, généralement, il y a une espèce de bibliothèque, d'avoir un espace, soit avec des livres physiques, mais même on avait tenté à l'époque de faire un partenariat avec la Bibliothèque de la francophonie des Amériques, qui sort de la francophonie des Amériques, où on aurait mis des liens où est-ce que les ressources pour traiter la question de l'insécurité linguistique auraient été peut-être rendues disponibles gratuitement sur le site de la Bibliothèque des Amériques. Euh, tout ça n'a pas eu lieu, mais je vous dis juste que de penser un projet pour voir comment est-ce qu'il peut se transformer de différentes façons. On avait un espace aussi, ben, souvent dans un café aussi, il y a la toilette où est-ce qu'on peut éventuellement se rendre compte, puis il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime, puis on s'est dit qu'il pourrait y avoir une espèce d'espace où est-ce que ça pourrait devenir un espace où est-ce que les gens partagent leurs anecdotes ou ruminent leurs anecdotes ou encore entendent des anecdotes. La possibilité même de capter des anecdotes qui nous auraient été partagées et que ça se mette à jouer en boucle et que les gens puissent écouter, sélectionner, etc., en fonction des lieux où l'installation se rendait. Bref, et à la fois, on était dans l'idéation, Bianca et moi, par rapport à ces questions-là, mais il était question aussi, à un moment donné, ben, Étienne et Katia, partez avec ça, puis faites votre bout de chemin, puis voyez comment vous pouvez transformer cette matière-là avec tout ça. De fil en aiguille, euh, les aléas de la vie, entre la COVID, les projets communs, la prise de la direction du département d'art dramatique à l'Université de Moncton par Katia, etc. Le projet est un peu tombé entre les cracks. Mais reste que ça aussi, hein, c'est le genre d'affaires qui arrive euh, dans le cadre de l'évolution d'un projet. Ben, il y a des choses qui viennent et qui partent. Euh, Finalement, la dernière itération ben non, pas, non, excuse-moi, l'avant-dernière qui a eu lieu, le Centre culturel Aberdeen qui a accueilli le spectacle au niveau de sa création, s'était mis depuis quelques années à faire et développer des expériences de réalité virtuelle immersive. Euh, donc, le centre nous a approchés après avoir vu la pièce de théâtre pour voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer euh, transformer en tout ou en partie le spectacle pour en créer une expérience de réalité virtuelle immersive. C'est pas forcément une forme d'art à laquelle Bianca et moi, dans laquelle on était très, très calés. Encore une fois, Étienne Boivin, qui a assuré la conception vidéo du projet, de son côté, avait déjà développé en partie ce type de projet-là, a été jumelé à Raph Delis, qui est un artiste qui venait tout juste de déménager en ville de Montréal et qui se sont emparés de cette matière-là pour en créer une exposition, pas une exposition, une expérience en VR qui, par la suite, est devenu quelque chose qu'on propose en complément de la pièce. Lorsqu'on présente un spectacle avec certains diffuseurs, on leur propose, si vous voulez, on peut amener l'expérience en VR avec nous, qui est disponible dans le lobby. Les gens placent ça, puis la manière que Raph, qui était vraiment plus à la tête de l'aspect artistique à cause de son expérience en VR, nous a proposé, c'est de vraiment tenter de faire vivre de l'insécurité linguistique aux personnes qui sont là. Donc, on place le casque. On est dans une espèce de boîte noire où il y a une superposition d'écrans qui apparaissent avec une multitude d'anecdotes de choses qui nous sont arrivées à Bianca et moi, et qu'on partageait dans la pièce de théâtre. Et on a cette espèce d'accumulation-là de moments malaisants, etc., qui arrivent et qui physiquement, en fait, se déploient de plus en plus près de nous avec une multiplicité d'écrans qui nous fait vivre une espèce d'expérience physique et sensorielle assez malaisante qui peut se rapprocher de ce qu'un locuteur va vivre au moment
d'éprouver de l'insécurité linguistique. Et au moment où est-ce que tout ça arrive à son paroxysme, c'est-à-dire l'accumulation de tout ça, à un certain moment, il y a un micro qui se tend vers la personne et qui dit, OK, présente-toi. Et là, voyons, le micro du casque s'active et enregistre ou pas la réponse qui va être donnée par la personne qui est en train de vivre l'expérience immersive de réalité virtuelle. Et pour nous, ben, si personne choisit ou pas de briser le silence, ben, c'est une façon aussi de voir euh, à quel point l'expérience réussit ou pas, ou ben, je dis réussit. La réussite est peut-être pas le terme, mais arrive ou pas à susciter cette prise de parole ou le silence que peut éprouver un locuteur lorsque cette personne-là vit de l'insécurité linguistique. Puis, Bianca puis moi, autant on était conscients les premières fois qu'on a testé la matière, euh, on n'avait pas forcément le goût de prendre la parole. Il y avait quelque chose d'un peu rebutant. Euh, donc, tu sais, c'est pas nécessairement dire ah, OK, on a réussi, mais ça faisait partie de l'expérience. Donc, de voir aussi comment, selon les formes, le projet peut varier. Euh, le balado, série d'entrevues sur différentes thématiques spécifiques avec des interlocuteurs choisis en fonction de ces thématiques-là, peut-être un peu plus informatif. Euh, Forme courte aussi, 5 épisodes de 15 minutes. Je dis 15 minutes, c'est plus un 10 à 14 sur la matière. Long métrage, bon, pan-canadien au lieu d'être surtout sur la spécificité acadienne, parce que dans le projet théâtral, on parle de nos réalités respectives à Bianca et moi. Nous permet de rencontrer des gens de diverses expériences un peu partout à travers le pays qui nous discutent en fait de comment eux ont vécu ça. Donc, ça nous a amené d'autres perspectives. La forme est de 48 minutes parce qu'elle doit répondre aux normes télévisuelles de Radio-Canada. Euh, Puis, donc ça crée autre chose. La forme théâtrale, on se penche beaucoup plus sur Bianca et moi comme individus, mais également tout ce qui nous a construit comme individus ayant un rapport à notre langue. Des enfants des années 90, on fait appel à la parodie, à l'univers télévisuel de ces années-là, donc avec des fausses émissions de cuisine, une fausse émission où est-ce que les gens appellent à la télévision pour se manifester, des émissions de radio, euh, des infopubs, toute cette espèce d'univers-là et d'imaginaire-là qui tout à coup prend cette matière scientifique-là à la fois pour la vulgariser, mais également pour la rendre digeste, puis pour parler d'un sujet qui pourrait faire mal, euh, tout à coup se transforme à travers ça. Donc, à travers ce projet-là, qui tout à coup ben, trouve ces différentes itérations-là aussi, ben, pour moi comme créateur aussi, ça m'a amené à me poser des réflexions. OK, lorsque j'amorce un projet, quelle forme ou quelle multiplicité de formes ce projet-là peut prendre? Comment est-ce que je suis capable de transformer une matière puis la réfléchir autrement. Comment également aussi, tu sais, cette expérience-là, qui pour l'instant est quand même assez exceptionnelle par rapport à mon parcours de créateur jusqu'à présent, peut servir de point de départ pour de nouvelles expériences aussi par la suite. Y a-t-il un moyen de pérenniser ce type de diversité de formes que peut prendre un projet à partir d'un projet initial? C'est pas forcément des choses auxquelles j'ai répondu. Il faut dire aussi que le projet théâtral est encore en cours, donc on est encore en accumulation de matière, si on veut. Ceci dit, Bianca qui co-crée le projet avec moi et qui partage la scène avec moi part sur de nouvelles aventures à partir de septembre l'année prochaine. Donc la durée de vie du spectacle aura une fin dans l'année à venir d'ici 2026. Euh, Ce qui va amener à deux choses aussi, deux nouveaux projets. Euh,
Le premier, c'est la publication de la pièce de théâtre, puis avec une préface, etc. On est en train de réfléchir comment transformer cet objet-là en livre aussi, parce que pour l'instant, la manière qu'on a écrit le tapuscrit, etc., ben, c'était plus pour nous, les comédiens, les interprètes et metteurs en scène, c'est parce qu'on coécrit, on est les deux sur scène, puis on est deux des trois collaborateurs à la mise en scène du projet. Donc, il y a comme un vocabulaire à l'écrit qu'on n'a pas forcément eu besoin de réfléchir dans notre tapuscrit, qui éventuellement va falloir changer pour l'objet livre. On va également faire appel à une sociolinguiste qui nous a accompagnés tout au long de notre processus, Annette Boudreau, pour faire la préface du livre, donc de réfléchir cet objet-là. Puis moi, de mon côté, ben, une réflexion qui s'est entamée depuis le début et qui risque de s'articuler, mais je ne sais pas exactement comment encore. Mais je vise la publication d'un essai qui s'appellerait probablement En finir avec parler mal, mais qui traite de toute la question de la langue comme objet de discours, de réflexion, de discussion dans une carrière en création. Parce que je remarque que c'est un enjeu récurrent depuis 2007, année où j'ai commencé mon baccalauréat en art dramatique, puis où j'ai rentré dans le milieu des arts. Euh, Soit des sujets pour lesquels on m'interpelle, des choses pour lesquelles on a fait une commande de texte, des choses aussi pour lesquelles on m'a appelé à commenter sur la place publique, et où qui trouve sa place périodiquement dans les trucs que j'écris ou que je crée. Donc, voilà, c'est un peu ça le résumé de ce projet Pieuvre qui était parlé mal jusqu'à présent. Je suis pas certain exactement c'est quoi parce que là, Paul, t'es là, je sais pas si au niveau de Oui. la. Oui, En Oui, fait, je suis là. oui. En fait, c'est un gros sujet. On comprend. Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai vu dans les notes, justement, la question le terme multiplateforme, oui, production multiplateforme. C'est quelque chose qui est, nous, à Topo, on l'utilise aussi dans le contexte d'une formation qui s'appelle le bootcamp multiplateforme. OK, C'est une expression qui est, tu sais, les expressions vont et viennent dans le temps, là. Tu sais, quand on parle de projet, il y a eu le transmédia, le multimédia, les nouveaux médias, là, le multiplateforme, le plurimédia. C'est toujours en fait, c'est vraiment comment on prend un contenu puis on le déploie à travers différentes plateformes. Comment est-ce qu'on peut l'adapter jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Je pense que c'est là où le truc arrête, là. Mais moi, j'ai voulu aller voir la pièce à Montréal, mais c'était plein. ah oui, ouais. Ouais, c'est ça. Paul, est-ce que tu as vu le matériel Je l'ai vu en vidéo. Je l'ai pas vu en direct, mais puis j'ai pas vécu. T'as parlé de la réalité virtuelle, alors Oui, j'ai pas vécu cette expérience-là, mais j'aimerais ça me faire confronter à des, à de l'insécurité linguistique, mais en même temps, j'habite ce milieu ici aussi, alors c'est quelque chose que je connais depuis longtemps aussi. C'est sûr que en Acadie, comme Gabriel le mentionne, c'est quelque chose que tu es confronté à partout. Rob Malo, salut. Lui aussi, je suis sûr que c'est un pro en insécurité linguistique. Euh, mais Je vais c'est prendre que ça comme un Gabriel, compliment. Je vais prendre. un compliment. Ouais, ben c'est ça, Ouais, ben, on ouais. n'a pas le choix. Faut en rire, sinon on va être bitter, puis on va être. Mais c'est que je trouve intéressant, comme Gabriel, tu parlais du projet, puis là, c'était juste comme, man, tu me mentionnes un projet pieuvre, mais c'est comme, tu sais, une itération en mène à un autre, à un autre. Alors moi, l'image qui me venait à la tête, c'est quoi, les Mariouchka, là, les poupées russes. oui. Tu vois, comme, t'as la poupée russe, puis là, c'est comme, puis là, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, jusqu'à temps qu'il reste juste la petite de rien. Mais même dans cette petite poupée-là, qu'il reste plus rien dedans, tu sais, on dirait que comme, puis là, t'es encore en train d'ouvrir les poupées, parce que là, là, tu arrives à la conclusion, que tu dis ça va être en septembre 2026, mais là, peut-être qu'il y aura la publication du livre et aussi d'un essai sur toute l'affaire. Alors, ça va Oui. comme boucler la boucle avec tout ça. Mais c'est vraiment comme ce projet ici est intéressant du sens où ça a commencé comme une pièce de théâtre, documentaire presque. Puis là Oui, ensuite, oui, oui.
Puis là, ça a C'était développé. vraiment le jour un, c'était parce que dans le fond, je vous ai parlé de 2016. En 2016, Bianca et moi, on était au Banff Center for the Arts à Banff, dans le cadre d'une série d'ateliers. Puis arrive ce moment-là où on a tous 15 minutes de carte blanche pour se présenter. Une espèce d'activité brise-glace qu'on appréhende tous un peu. Puis Bianca choisit pour sa carte blanche de présenter une chanson comme DJ. Puis cette chanson-là est truffée de phrases qu'elle a entendues et qui ont nourri ce qu'elle appelle à l'époque son complexe d'infériorité linguistique. Donc, elle nous invite à danser sur ces insécurités et je suis un des premiers à me lever puis à me souligner le bahut. Puis après ça, j'y arrive avec un livre qui s'appelle À l'ombre de la langue légitime, l'Acadie dans la francophonie d'Annette Boudreau que je trimballais avec moi puis que je suis en train de lire. Je dis, ah, je pense qu'il faudrait que tu lises ça. J'y passe, elle le prend, elle ne le lit pas, puis on s'en reparle pas pendant 3 ans, jusqu'à ce déjeuner-là, où, en plus à ce moment-là, ça fait 3 ans que Bianca et moi, on travaille ensemble sur une télésérie, on déjeune, j'y reparle de cette chanson-là qu'elle avait faite, qu'elle avait perdue sur son ordinateur, mais qu'elle a retrouvée grâce à Facebook, une espèce tu sais, de hasard. Et on se lance ça comme ça. Puis ben, parler mal ce titre-là, en fait, Paul, tu pourras confirmer, mais nous, c'est un peu ce qu'on s'est fait dire et ce que se font dire les francophones qui viennent de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, qu'ils parlent mal au sens de parler mal français et souvent même parler le plus mal français au Nouveau-Brunswick, en Acadie, au pays, dans la francophonie, tout dépendant de qui lance l'insulte. Mais ça allait de soi pour questionner, en fait, qu'est-ce que ça veut dire parler mal. Hein, parler mal par rapport à qui, par rapport à quoi, au nom de qui, au nom de quoi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi éventuellement parler bien? D'ailleurs, au cours de notre recherche, on a découvert un collectif franco-ontarien d'origine, mais franco-yukonais de résidence, qui qui s'appelle Parler bien. Et Parler bien, c'est un projet de maîtrise de gens originaires du sud-ouest de l'Ontario, qui habitent le Yukon maintenant, où est-ce qu'ils étudiaient la mélodie des francophones de leur région et en faisaient de la musique expérimentale. Puis pourquoi eux s'appelaient Parler bien? Mais c'est pour la même raison que nous, on s'appelle Parler mal, c'est-à-dire qu'on les invitait constamment à parler bien ou parler mieux parce qu'on tenait pour acquis qu'ils parlaient mal français dans la région d'où ils venaient. Donc bref, de transformer ça, de poser cette question-là. Puis ben, bien sûr, bon, il y avait le côté accrocheur de, de la chose. C'était important aussi pour nous, tu sais, on s'est posé beaucoup de questions sur c'est quoi l'angle d'approche, vu que le potentiel multiplateforme était là, mais de prendre le pari, puis on s'est beaucoup fait questionner là-dessus à différents égards, par des coproducteurs, par des directions artistiques, par des gens comme chez Radio-Canada, à la fois sur le titre, Parler mal, mais aussi sur le choix des fois de parler de l'expérience microcosmique de deux Acadiens qui sont nés et ont grandi dans le sud-est du Nouveau-Brunswick dans les années 90 à 25 minutes de distance en automobile, mais avec des vécus différents, au sens que moi, j'étais plus urbain banlieusard en étant à Dieppe et Bianca un peu plus dans un milieu rural en étant à Notre-Dame-de-Kent. Euh, mais lorsqu'on voit comment ça a été reçu par les différents publics des différentes francophonies du monde, euh, ben, de prendre ce pari-là aussi, d'être dans l'expérience microcosmique, faire en sorte que les gens projettent en fait leur réalité. Puis même si les références sont pas les mêmes, euh, euh, réussissent à intégrer leur histoire, leur perspective, leur vécu, puis le projeter sur ce que nous, on partage, parce qu'on parle de choses qu'on connaît. Puis ça, on l'a vu autant, mettons, à Paris, où il y avait une dame qui est arrivée après, elle dit, ben moi j'habite le quartier, hein, je savais pas, je suis venu ici un peu au hasard, je connaissais pas du tout le Canada, le Nouveau-Brunswick, je pensais que vous alliez parler de l'Afrique, l'insécurité linguistique, moi je pigeais pas. Mais j'ai ri, j'ai pleuré. J'étais comme, OK, je peux tout enregistrer pour mes bailleurs de fonds, mais tu sais, fait que tu avais autant cette personne-là que la semaine dernière en Saskatchewan, que lorsqu'on le jouait à Montréal, où à un moment donné, tu as, une dame du Portugal qui nous partage. Tu sais, moi, je viens des Açores au Portugal.
Tout le monde nous disait qu'on parlait mal à cause de notre façon de parler. Je suis arrivé à Montréal, j'ai appris le français dans la rue, mais c'est le français tremblé. Encore là, j'ai jamais eu l'occasion ou l'impression de parler une langue légitime. Donc, ça aussi, ça fait partie de tout ça. Là, on s'en va à New York au mois de mars. C'est l'OIF qui nous invite là-bas avec l'Alliance française puis le lycée français qui veulent présenter à leur population le projet de ces questions-là. Donc, on trouve ces échos-là dans les différentes francophonies aussi, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui était attendu, mais qui est quand même quelque chose qui, j'ai l'impression, participe aussi à ce potentiel multiplateforme aussi. Tu parlais de l'effet Poupérus, puis c'est vrai, tu sais, puis je pense qu'il y a toujours le danger d'avoir l'impression d'épuiser un sujet ou de presser le citron, mais je pense aussi que le fait qu'on se soit gardé le veto sur une de ces itérations seulement là, puis qu'on ait permis aux autres de se l'approprier, a fait en sorte que nous, on ne s'est pas forcément épuisé à traiter de la matière. Euh, Puis aussi, tu sais, qu'on s'est toujours gardé un endroit où est-ce qu'on pouvait être vraiment les seuls décideurs, ce qui, comme créateur aussi, nous a permis d'accepter peut-être à certains moments les compromis. Puis je vous dis pas que je renie la matière ou la manière des autres itérations. C'est plus qu'il y a certaines façons de traiter les choses qu'on n'aurait peut-être pas prises, mais qui, d'une certaine manière aussi, était sous d'autres contraintes. Tu sais, si un balado est produit par Radio-Canada Acadie, ben, Radio-Canada Acadie a investi les sous, doivent répondre à certaines réalités qui leur sont propres comme producteurs, mais également comme sous-branche de Radio-Canada à Montréal, audio, etc. La même chose avec Moses Productions, qui était diffusé par RDI, puis Radio-Canada aussi. Eux aussi ont des liens à entretenir avec les diffuseurs, certaines questions qu'ils doivent auxquels ils doivent répondre. Alors que nous, ben, comme créateurs en théâtre, ben, on avait certaines discussions avec nos coproducteurs, donc le Théâtre à Tour de Rôle à Carleton-sur-Mer, Satellite Théâtre à Moncton, le Festival Transamérique à Montréal, qui nous amenaient à réfléchir la matière. Donc, tout ça a influencé. Je suis désolé, j'ai l'impression, le soleil comme se pointe, j'ai l'impression que ça affecte un peu ma caméra. Ça fait un effet hazy, là, c'était correct. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça a eu une incidence sur le projet. Puis en même temps, euh, je pense que ça crée aussi une espèce d'effet boule de neige. Lorsqu'il est venu le temps aussi de traiter la question théâtrale, euh, le fait qu'il y avait 5 ans qui s'étaient écoulés entre l'idéation puis la production a fait en sorte aussi qu'on avait bien digéré la matière avec laquelle on voulait le faire. Donc, on savait mieux comment on voulait la traiter, puis on était moins dans une réaction émotive. On avait une certaine distance par rapport à cette matière-là qui peut quand même être euh, euh, très prenante sur tous les plans. Traiter des questions de honte, etc., c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours facile, mais ça nous avait permis de créer cette distance-là qui faisait que la transformation de la matière et la possibilité de l'amener de jouer avec était peut-être plus présente qu'elle l'aurait été au départ. Donc, ça aussi, cette idée-là de se donner le temps euh, de faire ça, de se permettre aussi de dire oui à d'autres projets. Euh, donc, voilà. Hmm. Mais moi, il y a quelque chose que tout à l'heure, tu as parlé de. euh, J'imagine que c'est dans la pièce de théâtre, mais comme des gens, par exemple, le public qui appelle, qui suit une émission de cuisine, qui appelle. Puis il y a une référence dans le temps aussi, comme aux années 90. Euh, Fait que ces exemples, c'est dans la pièce de théâtre qu'on voit ça, parce que Oui, j'imagine que dans le balado, c'est comme une approche plus sérieuse, plus documentaire, oui. moins mise en scène. C'est comme ça c'est comme ça que ça se passe? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça s'est imposé pour la matière théâtrale pour deux raisons.
Ben, de un, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à théâtraliser ça. La télévision est un médium avec lequel on a grandi, Bianca et moi étant des enfants des années 90. Donc, ça devenait aussi un lieu de convergence de nos vécus. Qu'est-ce qu'on avait en commun, qu'est-ce qui nous différenciait, faisait partie de la dynamique, si on veut, qui crée de la matière conflictuelle qui fait avancer une certaine action. Euh, euh, donc qui amène un conflit dramatique. Euh, mais c'était aussi pour faire un clin d'œil à ces éléments-là culturels qui ont contribué à, à ce sentiment-là qu'on continue d'éprouver aujourd'hui. Euh, je pense aussi que ça créait un certain décalage aussi qui amenait souvent des rires. Chez certains publics, une forme de nostalgie aussi qui favorisait un échange ou rendait, encore une fois, peut-être plus digeste. L'émission de cuisine s'appelle Le goût de la langue. On y Hmm. crée le smoothie de la diglossie. Donc, la diglossie, c'est une situation pour une communauté où deux langues cohabitent normalement avec sous le pied, ben, en disant que ces deux langues-là sont égales sur le plan politique, mais qui généralement sur le plan social, ben, sont quand même dans une dynamique où il y a une langue dominante et une langue dominée. Puis dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, ben, on peut même parler d'une diglossie enchâssée. Donc, où est-ce que tu as une langue dominante, dans ce cas-ci l'anglais, une langue dominée le français, mais qui devient dominante quand elle est standard, lorsque elle s'oppose au parler populaire. Donc, comment traiter de cette question-là sans que ça devienne une espèce de cours magistral, ben, on a fait un smoothie dans lequel on place un pamplemousse ou une orange. C'est comme pas clair le fruit qu'on présente, c'est un fruit en plastique, un citron, puis une lime. Puis la concoction de la recette ben, permet de parler de ça et on épice, on assaisonne plutôt avec une fausse épice, mais qui est la glottophobie, qui est un autre concept qu'on a découvert. Donc, la glottophobie, Philippe Blanchet, un sociolinguiste français, a inventé ce mot-là en 1996, réussi à l'entrer dans le petit dictionnaire, je pense, en 2023. Donc, pendant qu'on faisait le processus de création, euh, c'est la discrimination basée sur la langue ou la façon de parler une langue de personnes ou de communautés. Euh, donc, en France, elle a été intégrée ou elle est en voie d'être intégrée à la loi comme une forme de discrimination, au même titre que la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, le racisme, etc. Mais socialement, euh, on peut pas dire que, ben, en tout cas, pour moi, socialement, c'est une forme de discrimination qui est encore très socialement acceptée. Donc, on a un sketch autour de cette émission de cuisine-là qui permet de parler de ces affaires-là, mais avec un certain décalage qui rend la matière digeste et qui deviennent je sais pas si c'est une solution, mais une tentative en tout cas de s'emparer de ce médium-là, de cette plateforme-là, et de l'utiliser à bon escient pour essayer d'en tirer le maximum de profit pour arriver à un certain effet auprès des personnes, ben, des spectateurs dans ce cas-ci. Alors que tu vois de le faire dans un contexte comme un balado ou du long-métrage documentaire, j'ai l'impression que ça aurait peut-être été moins heureux. Quoique dans le long-métrage documentaire, à certains moments, il y a des passages en animation qui sont là comme complément pour faire ben, pour partager certains concepts aussi. Mais ça, c'est vraiment le choix de la réalisation puis de la scénarisation aussi qui vient avec les coûts de production qui ont orchestré ces choix-là, sur lesquels nous, on n'avait pas forcément notre mot à dire comme créateur. Hmm. Euh, Puis, ben, tu sais, techniquement et technologiquement aussi, de faire ces choix-là esthétiques aussi, ben, on nourrit une espèce de trame aussi au niveau de l'objet théâtral. Puis la trame visuelle, si on veut, qui devient une autre couche de langage scénique qui accompagne tout du long. Euh,
la pièce de théâtre. Et, et ça se voulait une espèce d'écho qui se voulait cohérent. Tu sais, je veux dire, pas de moment où est-ce qu'on explique exactement tout ça, mais qui, pour nous, dans l'écriture scénique comme dans l'écriture, euh, euh, dans les multiples couches d'écriture qu'il peut y avoir pour un objet théâtral, devenait importante qu'elle puisse se répondre. Donc, pourquoi aussi musicalement, disons, à un moment donné, on utilise tu sais, il y a une espèce de parodie du thème musical de l'émission Virginie. Parce que bah, chez Bianca, elle écoute un peu Virginie, puis moi aussi. Fait que l'émission de cuisine, justement, bah, le thème musical est vaguement inspiré de. Euh, fait que c'est ce genre de choses-là qui, tout à coup, ben, arrivent dans ces choix-là, mais qui correspondent à une, euh, une de ces plateformes-là. Hmm. Est-ce que le film est toujours disponible? Oui, le film est disponible sur tout.tv, puis le balado est disponible sur ici Audio. Puis si jamais ça vous intéresse aussi pour la pièce de théâtre, il y a une captation qui existe aussi. Vous pouvez m'écrire, puis ça me fera plaisir de vous la partager. Le livre, ben, c'est ça, est en cours de gestation. J'ai pas de date de sortie pour vous, mais on espère qu'il pourrait sortir peut-être au courant de l'année prochaine. Puis l'essai, ben, ça il est vraiment en gestation. Fait que éventuellement, là. Et le projet de réalité virtuelle, lui, est fonctionnel. Le projet de réalité virtuelle est fonctionnel. Raph, comme je le disais, avait participé à beaucoup de la programmation puis de la conceptualisation, voulait apporter des modifications au projet de réalité virtuelle tel qu'il s'était fait. Je ne sais pas où Raph en est rendu par rapport à ça, mais je sais qu'il était question qu'éventuellement cet automne, il y ait un retravail sur la mouture actuelle. Mais malgré tout, la mouture actuelle eh ben, est disponible. Ben, je ne sais pas à quel point elle est disponible, mais elle existe. C'est le Centre culturel Aberdeen vraiment qui en est le producteur et le propriétaire. Donc, je ne sais pas exactement quelles sont les intentions du centre par rapport à ça. Nous, on n'a pas amené, mettons, à Saskatoon le projet de réalité virtuelle, mais ça se peut qu'on l'amène à d'autres destinations. Ça fait toujours partie des conversations qu'on peut avoir avec les diffuseurs. Sinon, je ne sais pas exactement. Je sais que le centre a déjà proposé, mettons, ces expériences en réalité virtuelle dans le cadre de foires ou au Sommet de la francophonie à Paris. Euh, Celui par les mâles n'était pas encore prêt, mais d'autres étaient présentés sur place dans le cadre du pavillon du Nouveau-Brunswick. Donc, voilà. Mhm. Mais la réalité virtuelle, c'est toujours plus difficile à faire circuler, là, parce que ça prend de l'accompagnement, ça prend... il y a, en tout cas, c'est tout... on en a présenté à quelques reprises. On a une vague aussi de production. On a créé des projets à Topo avec des autistes. C'est des projets. Là, on a acheté des casques. Nos casques de la première génération sont obsolètes. Hmm. Ils sont barrés avec le projet. Dans le fond, les projets, finalement, il faut acheter des casques, puis ils deviennent comme l'outil de diffusion, puis il faut Ouais. s'arrimer à des contextes de diffusion. Puis ça prend tout le temps comme du personnel aussi pour s'occuper des casques, nettoyer les casques, aider les gens. Ben, C'est puis pas le aussi l'avantage, les médiums. c'est ça. Puis l'avantage, c'est que l'employé qui était responsable de ça au centre, c'est également notre directeur de tournée et régisseur. Donc, lorsqu'on était à Montréal, ben, lui pouvait aller manipuler. Ça, c'était les casques du centre, puis il les connaissait très bien. Donc, Mhm. tu sais, il y a des contextes aussi, j'ai l'impression, qui ont été favorables à la chose. Après, du moment où est-ce que ça nous était proposé, fallait dire oui, puis il fallait trouver le moyen de. Comme par exemple pour l'expérience de réalité virtuelle, ben, Bianca et moi, on a participé au tournage, on a participé à contribuer au niveau de l'idéation, mais aussi au niveau de la matière, à la scénarisation de l'expérience éventuelle, toujours été appelé à commenter pour s'assurer aussi que c'était conforme à la fois au projet, à l'esprit du projet, mais aussi aux différentes couches d'informations qu'on pouvait avoir. Nous, de notre côté aussi, on a toujours assuré que le projet soit
entériné par des sociolinguistes avec qui on faisait affaire à la fois au Nouveau-Brunswick, au Québec et en France, tout dépendant des moments, pour s'assurer qu'on tombait pas dans le piège de parler d'une matière scientifique de manière maladroite, ou encore que notre compréhension des enjeux ne soit pas tout à coup tu sais, qu'un biais inconscient nous amène à dire une certaine forme de bêtise. Puis il y a eu par moment du fignolage à faire pour traiter de certaines questions. Entre la première mouture qu'on a présentée en mai 2024 et la mouture actuelle, on a rajouté 3 témoignages à la pièce de théâtre, dont un qui est tiré du balado d'une enseignante, l'autre d'une professeure du Québec qu'on avait rencontrée en cours de route, qui faisait la lecture d'un extrait d'un livre qu'elle avait écrit. Euh, Puis la dernière, une entrevue qu'on a trouvée en ligne de Philippe Blanchet, le sociolinguiste à l'origine de la glottophobie, mais qui nous permettait de rentrer un petit peu plus activement dans la matière scientifique, mais aussi on le faisait toujours dans un esprit où nous, on répondait à ces interventions-là, comment ça nous faisait, comment ces interventions-là nous faisaient vivre sensiblement comme individus. Ce qui fait aussi qu'on n'est pas juste dans on vous pitch de la matière, mais on vous pitch une matière scientifique, mais voici comment elle peut se vivre sensiblement, humainement. Et tout ça nourrissait, encore une fois, la démarche. Est-ce qu'il y en a des gens dans le public qui souhaiteraient poser une question à M. Robichaud? Moi, j'ai une question, Gab. Oui, Alors, faire ce projet-ci, où est-ce que, comme tu as dit, tu as commencé vraiment avec comme un truc, puis là, ça a expandé, puis ça juste. Ça, c'est. Toutes les ça s'est les empieuvri, moulures. Ouais, c'est ça, ça a pieuvre, tout ça. Ce que je veux poupétrifié. savoir, c'est que là, en 2025, presque 2026, comment est-ce que toute cette expérience-là, comment ça t'a affecté et changé le cerveau? Parce que là, maintenant que tu vas entamer un projet, puis à cette heure, t'auras. Est-ce que tu es viré pieuvre? C'est peut-être ça ma question. Euh, je pense que oui, je pense que oui. Tu sais, c'est-à-dire que je pense aussi que j'ai une pratique pluridisciplinaire depuis mes débuts, c'est-à-dire que tu sais, j'ai une formation en art dramatique comme comédien, mais je me suis assez rapidement, bon, j'ai flirté avec la musique. J'ai une pratique en écriture aussi au niveau de la poésie, au niveau du théâtre, là, dernièrement aussi au niveau de la scénarisation. Donc, je pense que j'ai été appelé à réfléchir les projets comme ça. Mais tu vois, j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Crowbar, qui a vu le jour dans une production en 2021. Oui, et qui a une publication, etc. Mais je l'ai adapté pour le cinéma. Euh, à partir de cette adaptation cinématographique-là, j'ai l'intention peut-être de réécrire complètement la pièce de théâtre aussi, parce que c'est vraiment comme une nouvelle mouture complètement. Il y a 3 nouveaux personnages dans la version cinématographique, important. La manière de raconter, je trouve, est autre. Puis je pense également en l'adapter aussi, puis en faire un roman. Où est-ce que j'ai l'impression que je pourrais développer un peu plus cet univers-là. Je suis en train de travailler sur un projet de roman actuellement qui est inspiré d'une série de nouvelles que j'avais écrite. Et cette série de nouvelles-là, à un moment donné, tu avais un personnage qui travaillait dans un bar. Puis je me disais, ah, elle travaille au Crowbar. Et tout à coup, le potentiel de ce projet-là, Crowbar, est devenu plus important parce que le roman raconte une espèce de saga familiale où les différents membres sont à la fois victimes et coupables de crimes irréparables, ce qui n'était pas tout à fait étranger à l'univers de Crowbar. Donc, il y a comme une cosmogonie, puis un univers, puis une mythologie qui est en train de naître de ça. Puis j'ai l'impression que tout le déploiement de Parler Mal n'est pas étranger à, à l'intérêt que je peux porter de voir ce projet-là prendre de l'expansion de cette manière-là. Je pense aussi que euh, le fait que LA Symmetry, là, c'est le projet de roman sur lequel je travaille présentement, a trouvé
ce potentiel-là avec Robert aussi justifie peut-être un peu plus aussi le temps que ça pourrait prendre et l'espace mental pour développer ça en roman, que ça soit pas juste une itération, mais vraiment tu sais, d'en faire quelque chose d'un peu plus significatif. Fait que, fait que oui, par rapport à ça, je pense que la, la réflexion et cette possibilité-là sont là de manière plus significative. Euh, je, tu sais, puis en même temps, il y a quand même une certaine conscience, ben, je sais pas si c'est une conscience, mais une appréhension aussi que euh, par sa forme, sa matière, qui répondait à, à certains besoins ou par les mal soit une espèce de one-shot deal au sens que c'est rarement un projet sur lequel j'ai travaillé a trouvé autant d'écho aussi vite avant même d'avoir une production théâtrale, de l'intérêt du côté des universitaires, etc., où est-ce que la création rejoignait la matière scientifique. Donc, on a eu à la fois de l'intérêt de gens en théâtre, mais également de l'intérêt de gens en littérature ou en linguistique. Donc, ça a comme contribué à ça. On n'a pas fait ça pour ça, mais c'est arrivé. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça amène à des réflexions par rapport aux nouveaux projets de création qui sont à venir. Euh, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire systématiquement. Je crois aussi que si j'avais su tout ce qui aurait découlé du moment où est-ce qu'on a lancé comme ça candidement autour de Trop de Café Filtre, on fait un projet qui s'appelle Par les mers sur l'insécurité linguistique. Si on avait su tout ce qui s'en venait, je pense qu'on aurait freaké, puis on aurait dit non, puis on aurait laissé faire. Euh, euh, oui, ça a changé, oui, ça a transformé. Puis de façon plus pragmatique aussi, juste sur la question de la langue puis de l'insécurité, sans dire que je me suis affranchi de cette insécurité-là, j'étais capable au cours du processus de nommer puis d'affronter la honte que j'avais, de dire j'ai honte. Puis du moment où est-ce que j'ai commencé à dire j'ai honte, oui, ce que je ne me permets pas, j'avais tellement honte d'avoir honte que l'idée d'avoir honte, je ne me permettais pas de la vivre. Et du moment où je l'ai nommé, en fait, tout à coup, ça a fait comme moins peur. Et tout à coup, il y a comme un processus d'émancipation qui s'est comme déclenché que je ne soupçonnais pas. Puis dans le rapport à la langue comme objet aussi, l'idée de la langue vivante qui m'a été inculquée dès la jeunesse, c'était qu'une langue vivante, c'est une langue dont on maîtrise les règles et les codes. Euh, c'est un outil, ça, pour rendre une langue vivante, mais pour moi, en fait, ce qui fait qu'une langue est vivante, c'est que c'est une langue qui se parle dans différents contextes sociaux à travers le monde. Et une langue vivante, c'est une langue qui se transforme au contact de ces différents contextes sociaux-là et continue de se parler, même si elle se transforme et évolue. C'était pas quelque chose que je possédais. Puis cette philosophie-là, par rapport à la langue vivante aussi, ben, continue de teinter à la fois les projets en cours, mais j'ai l'impression les projets en devenir. Mais c'est sûr que ben, en tant que personne de la littérature ou comme genre de lettres, oui, on est en mesure de maîtriser les codes, mais des fois, on maîtrise des fois les codes du joual, les codes on maîtrise les codes de différents niveaux de langue. On est Oui, capable oui, ben, Gérald Leblanc d'adapter. disait de jouer dans la langue et d'en rire dans son poème Éloge du Chiac. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Puis je me souviens plus qui disait ça, mais euh, un- euh, on n'écrit pas dans une langue, on fait quelque chose à une langue. Et c'est du moment. Un auteur n'écrit pas dans une langue, il fait quelque chose à une langue. Et c'est du moment où cet auteur fait quelque chose à sa langue qu'il devient un auteur. Puis je pense qu'il y a quelque chose là aussi, puis à la fois pour la littérature comme objet, mais également pour l'écriture multiplateforme. C'est-à-dire que la langue pour le cinéma, pour le balado, pour le théâtre, pour l'essai, pour la pièce de théâtre, pour la réalité virtuelle ou pour l'exposition immersive, n'est pas la même. Il y a quelque chose à trouver puis à modifier en fonction de tout ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, Michel. Non, non, ça va, c'est son échange.
Mais ça me fait penser aussi à il y a un disque québécois très connu qui s'intitule Les Trésors de la langue Oui, de René Lucier. de René Lucier. Ouais. Et ça joue vraiment, ça exploite, c'est en musique, c'est une œuvre de musique Mhm. actuelle, c'est qui exploite la musicalité des langues. Donc, forcément, à travers les régions du Québec, donc à travers une diversité d'accents. Et la pièce, en fait, reprendre ces différents accents-là et les met en musique. Alors, c'est Mhm. assez intéressant. Là. Je suis content de savoir que parce que c'est quand même un disque qui a certainement une bonne vingtaine d'années. Et ça joue sur la musicalité. Je pense que c'est presque une ode à la diversité langagière, Tout à une ode fait. à la diversité des accents qu'on peut retrouver ici même au Québec, mais et ailleurs dans la francophonie. Et cette question Ben, le projet Parler d'insécurité, bien dont je parlais tout à l'heure oui. est un peu dans la même veine Uh-huh. que ce projet-là. Puis tu dis 20 ans, j'ai l'impression que c'est même un peu plus que ça parce que le Katia Talbot dont je vous parlais tout à l'heure, c'est elle qui m'a mis sur le chemin de ce disque-là. Puis j'en ai un vinyle, donc Oh, je devine que s'il y a un vinyle, c'est au moins fin 80, début 90. Mais oui, absolument. Quand on parle d'écriture puis de pluralité, c'est certainement un objet qui le fait très bien. ben, mais merci beaucoup, Gabriel. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous ai dit on avait un invité malade aujourd'hui, Simon Dumas. C'est malheureusement désisté, bien malgré lui. Alors, on verra au cours des prochains mercredis de l'Illinou comment on pourra potentiellement aménager un espace pour écouter présenter son point de vue sur les démarches multidisciplinaires de mise en œuvre de l'écriture à travers différentes disciplines artistiques, différents médiums et différentes plateformes. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Bossé. Merci beaucoup à l'équipe de Topo. Merci beaucoup à nos fidèles auditeurs. Et on vous attend la semaine prochaine.